Bonjour, c'est Kevin de Barista Academy. Bienvenue dans cette vidéo, troisième partie, toujours en compagnie de Thomas. Et dans cette vidéo, on va aborder tout ce qui va être cupping. Donc juste avant, comme je te le rappelle, comme à chaque fois, tu peux faire partie de mes contacts et recevoir par mail des conseils pour devenir barista, pour ouvrir un coffee shop. Également, si tu es un simple passionné de café, tu peux également t'abonner au compte Instagram où je poste pas mal de photos inédites et puis bien sûr t'abonner à la chaîne. Donc les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Alors je suis un peu fatigué parce que là tu ne le vois pas, c'est en 3 vidéos, mais en fait on a enchaîné les 3 vidéos, ça fait à peu près 1 heure qu'on est en train de discuter ensemble. Je suis en panne de salive, donc normalement à la fin de la vidéo je boucle tout et je vais dormir. Donc, on va parler de cupping. Donc, une question simple, Thomas, qu'est-ce que c'est que le cupping? Alors, le cupping, c'est un terme anglais qui est en fait le nom d'un protocole de dégustation, qui est un protocole qui sert partout dans le monde. C'est-à-dire que c'est le moyen de pouvoir goûter des cafés à n'importe quel endroit, n'importe quel point du monde, dans les pays producteurs, dans les pays consommateurs, chez notre importateur de café, etc., dans les coffee shops, et de le goûter de la même manière que mon interlocuteur qui peut être à l'autre bout du monde. En fait, c'est un moyen, c'est une règle en fait que tout le monde suit pour pouvoir vraiment parler de la même langue en fait. Donc, quand j'achète un café au Kenya et que je le goûte ici, je peux appeler mon importateur qui est en Norvège, qui l'a goûté de la même manière, qui lui peut appeler l'exportateur au Kenya, qui va lui dire bah oui, je l'ai goûté, j'ai noté de telle manière parce que c'est un protocole. Donc, ça permet d'avoir une base commune pour parler de la même chose et se comprendre. Exactement, ouais. Ça c'est très très important parce que c'est le langage unique des acheteurs de café. Donc, et des consommateurs, parce que quand on est dans un coffee shop par exemple, souvent la première réflexe quand on reçoit des échantillons d'un torréfacteur, c'est de le goûter en cupping. Alors après, si ça nous plaît, on va le passer en espresso, en café filtre et voir un peu qu'est-ce qui est le plus intéressant. Mais la première des choses qu'on fait, même nous en tant qu'acheteurs de café, c'est toujours le goûter en cupping et à l'aveugle. Ça c'est primordial. Donc à l'aveugle, c'est que tu connais pas l'origine, tu connais absolument rien du café. Voilà, tu goûtes et tu vois. Ouais. Et ça c'est quelque chose de très très important. Que je sais pas, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça dans les vidéos précédentes, mais toutes les dégustations qu'on fait sont toujours faites à l'aveugle au début. Après, bien sûr, on retourne les cafés pour savoir qui est qui, etc. Mais on commence toujours à l'aveugle. En fait, le problème de goûter en fait avec ouvert, c'est qu'automatiquement on est influencé. C'est-à-dire que moi j'ai mes chouchous et j'ai des cafés quand j'ai mes cafés du Honduras comme Benjamin Paz et Jesus Moreno qui arrivent, automatiquement je vais les aimer un peu plus parce que ce sont des copains. Donc c'est toujours c'est ça. Donc c'est hyper important de vraiment les goûter toujours à l'aveugle. Et de pouvoir vraiment juger de manière la plus, neutre, la plus neutre possible. Ouais, exactement. Ok. Donc, on l'a vu plus ou moins. Comment et pourquoi on cup? Donc, comme tu l'as dit, on cup justement quand toi tu vas avoir du café qui va arriver, donc tu vas le torréfier et tu vas le cupper pour voir en fonction de ta torréfaction. Et puis donc tu vas avoir les baristas, les coffee shops qui vont également cupper pour pouvoir simplement apprécier, pour voir s'ils veulent prendre le café du torréfacteur. Donc là, on va dire le pourquoi. Et comment est-ce que tu cuppes? Alors, c'est une méthode assez simple. En fait, c'est très simple comme protocole parce qu'il faut savoir qu'il y a des endroits dans le monde où on va cupper les cafés où il n'y a pas de machine à expresso, il n'y a pas des choses comme ça. La deuxième raison pour laquelle on ne cuppe pas en expresso, c'est que l'expresso c'est très puissant. Donc au bout de 3, vous ne goûtez plus les différences entre les différents cafés. Donc il faut diluer ce café. Il faut également le rendre, l'ouvrir le plus possible. Ouais, tu as une palette aromatique beaucoup plus exactement, beaucoup plus large, plus large quand on a un très bon café. Et c'est aussi le meilleur des moyens pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut. C'est-à-dire que, et du coup, cette méthode se rapproche beaucoup de la cafetière à piston. C'est-à-dire que la Bodum, c'est quasiment un cupping en fait. C'est-à-dire qu'on met un certain volume de café dans de l'eau, dans une tasse. Tout d'abord, on moule le café, on va sentir, voir ce que sont la mouture moulue. Une mouture qui est assez grosse, qui se rapproche un peu de la cafetière à piston, un petit peu entre filtre et piston. Et ensuite, on va commencer à mettre de l'eau dans ce café. Donc, on remplit le volume d'eau. Et on va sentir cette surface. Donc, on a une croûte qui va se former à la surface, qui est la croûte gazeuse en fait, solide. Et on va sentir ce moment-là. Et ça, c'est la deuxième étape. On sent le café à l'état mouillé un petit peu. Ok, donc la première étape, tu sens le café
café sec, fraîchement moulu. Mhm. Ensuite, tu le mets dans la tasse, tu Mhm. vas rajouter de l'eau. Donc il y a une certaine température. 96 degrés. 96 degrés. A priori, c'est ce que un peu plus, un peu moins, mais 96. Si vous faites 96, vous loupez près. Donc Ok. c'est ça qui est très bien. Très souvent, c'est très difficile de brûler du café parce qu'en fait, à partir du moment où on fait bouillir du café, il monte à 99 ou quasiment 100. Ça s'arrête tout de suite et ça chute tout de suite. Ouais. Donc a priori, faites bouillir votre eau et après vous la balancez dedans et vous êtes sûr que ça ne brûlera pas, quoi. Ok. Donc c'est plus facile d'utiliser de l'eau trop froide que trop chaude. Donc, D'accord. dans le doute, voilà, 96 c'est parfait. Ok. Et donc tu vas avoir donc la deuxième étape, ça va être maintenant de le sentir une fois qu'il est donc plus ou moins extrait. Oui, avec, qui commence en fait, commence à c'est-à-dire être extrait. qu'il est en train de s'infuser, donc c'est la première infusion, et souvent le café c'est gorgé de gaz carbonique entre autres, et du coup ça va former cette croûte à la surface qui emprisonne un petit peu les arômes en dessous. Et pendant 4 minutes, on va pouvoir sentir à la surface, donc on ne touche pas la tasse parce que Ouais, c'est hyper important de... 4 minutes Ouais. où tu ne touches pas la tasse. Exactement, et c'est important de ne jamais toucher la tasse parce qu'en secouant la tasse ou en la bougeant, on va rajouter de l'énergie à l'intérieur, et donc c'est comme si vous remuez un sachet de thé, il s'infuse plus Ouais. vite quand on le remue D'accord. que quand on le laisse. Donc c'est important d'avoir, pour pouvoir comparer les uns aux autres, c'est important de ne pas y toucher. Donc pendant 4 minutes, on va pas sentir au-dessus de cette tasse-là, et au bout de 4 minutes, on va utiliser cette petite cuillère là, qu'on appelle une cuillère de cupping, qui est une cuillère qui est quasiment classique, hein, sauf qu'elle a tendance à être assez profonde, assez plate également, Ouais. parce qu'on va pouvoir slurper, c'est-à-dire qu'on va, avec la cuillère, on va casser la croûte qu'elle est à la Ouais. surface au bout de ces 4 minutes. Souvent, on met notre nez très proche de la croûte parce que quand on casse comme ça, on peut sentir les arômes qui vont sortir, en fait, qui vont se libérer d'un coup. C'est un bon outil pour, je dirais, définir le café par la suite. Une fois que cette croûte est cassée dans chacune des tasses, alors toujours bien avoir de l'eau pour pouvoir rincer la cuillère entre Ouais. chaque tasse pour éviter de polluer l'une avec les arômes de l'autre et ainsi de suite. On va retirer la mousse qui est à la surface de cette tasse parce que c'est pas intéressant pour le cupping et ça va plutôt nous désavantager. Donc on va enlever cette mousse et on va attendre que le café refroidisse. Habituellement, on essaie de commencer à cupper quand le café est autour de 60-65 degrés. C'est au-dessus Ouais. de ça, on se brûle, donc voilà. Et le premier passage, c'est plutôt pour comment dire, définir et essayer de décrire le corps, la corpulence, la puissance d'un café, parce que quand c'est très à chaud comme ça, on a du mal à discerner les détails. Donc pour la dégustation, on va prendre une partie de la surface, toujours à la surface, on ne va pas vers le Ouais. fond, on prend toujours la surface de la tasse, essayer de toujours prendre le même volume de café, et on va faire ce qu'on appelle le slurp. Alors il n'y a pas de traduction en français, vraiment. C'est pas très ragoûtant parce que ça fait du bruit. Et en fait l'idée c'est de oxygéner le café, de le faire, de asperger notre palais avec ce café. En fait de libérer les arômes et que les effluves finalement se dispersent et qu'on sente le café beaucoup plus ouvert que seulement en le buvant comme ça et en l'avalant directement. Donc c'est hyper important parce que si vous ne faites pas de bruit, si vous ne slurpez pas fortement, ça gicle le palais, on ne sentira pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que quand vous allez faire une dégustation avec des cuppers, c'est très... Ouais. C'est la première fois, ça fait bizarre, et puis après tu te prêtes au jeu. Mais c'est vrai que pour le faire, quand tu goûtes comme ça la cuillère et quand tu fais vraiment vaporiser dans le palais, tu sens tout de suite la différence. Ah ouais, tu as une palette d'arômes qui t'arrivent dans la bouche. Ouais. C'est un petit peu comme ce qu'utilisent quand ils testent le vin, non? Oui, C'est ça, il me c'est semble, un peu le c'est ça même principe. La seule différence, c'est que le café n'a pas d'alcool. Donc du coup, Ouais. il ne faut pas seulement laisser les effluves monter, il faut les créer. D'accord. Donc il faut vraiment asperger, il faut que l'oxygène rentre dans la boisson pour qu'elle puisse monter, parce que comme peut-être vous ne le savez pas, mais quand on goûte du café, on ne goûte pas seulement avec la bouche, c'est aussi le nez énormément. Et donc quand on aspire comme ça, on gonfle, on aspire, et l'air va transmettre en fait, l'oxygène va transmettre les arômes du café dans le nez, et vous les sentez en fait, vous avez l'impression que vous les D'accord. goûtez, mais en fait vous les goûtez pas seulement, vous les sentez aussi avec le nez. Donc on Donc, voit quand- vraiment beaucoup plus de détails. Quand on est enrhumé, on sent pas le goût en fait. Quand on est enrhumé, c'est un petit peu on ne ça. cup pas. Et c'est vrai, d'abord on ne cup pas parce que pendant la dégustation on pourrait transmettre à tout le monde sa maladie, mais en fait c'est le gros problème des gens qui, quand on voyage dans les pays producteurs ou quand on va vendre du café ou quand on va goûter des cafés quand on est au réfecteur et quand on est malade pendant une semaine, c'est une horreur parce qu'en fait on goûte des Ouais. cafés, on Ouais, sent c'est- rien. C'est lésé en termes de, Ah oui, oui, en oui, termes de c'est- goût, ouais, ouais. etc. Et ça c'est le plus frustrant.
Quand tu viens à deux comme ça, s'il y en a un qui est malade, c'est l'autre qui reprend le truc. Être malade, j'ai été malade de janvier dernier quand je suis allé en Éthiopie. Les 2 premiers jours, j'étais malade comme un chien et c'est hyper frustrant. Alors heureusement, on a goûté beaucoup de café après aussi, mais les premiers cuppings, j'étais là genre. C'est bon, je rentre chez moi, ça sert à rien. Ah oui, puis c'est frustrant d'être à l'autre bout du monde et de ne pas pouvoir goûter, quoi. Donc c'est hyper important de vraiment faire attention à ça. Donc on va goûter une première fois donc autour de 65 degrés et nous on conseille, alors tout le monde ne le fait pas, mais on conseille de repasser une deuxième fois au moment où le café sera plus froid parce qu'il va s'ouvrir beaucoup plus. Le café il est toujours dans l'eau, donc il est au fond, donc il s'infuse très doucement, sauf qu'il s'infuse quand même. Donc ça devient plus riche, plus puissant. Également quand la boisson refroidit, quand le café va refroidir, on sent beaucoup plus l'acidité. Et là, pour le coup, on va sentir beaucoup plus le fruit, beaucoup plus les équilibres. Et on a des cafés qui ont tendance à se développer. Et très souvent, quand on a des bons cafés, ils vont continuer à être bons et voire meilleurs au fur et à mesure que le cupping se passe. Une chose importante aussi, quand vous allez cupper ces cafés-là, il est important de vérifier la position des cafés. Souvent, on dit que si vous mettez des cafés très acides au début, tout ce que vous allez goûter derrière, ça manque d'acidité, ça manque de punch parce que en fait, l'acidité des cafés avant aura atténué l'acidité des autres cafés. C'est comme si tu prenais une boisson très sucrée au départ et que tu allais de moins en moins sucré et forcément, Exactement. ça n'aurait plus aucun goût sur le dernier. Exactement le même principe. Et souvent, on joue sur l'acidité, c'est-à-dire qu'on met quand même les cafés les plus acides ou les plus riches, etc. sur la fin et on commence par les cafés les plus doux au début. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, et ensuite, nous on a tendance à dire que quand vous dégustez, il y a 3 choses hyper importantes sur lesquelles il faut essayer de se focaliser. La première, c'est l'attaque. Comment elle est? Le moment où vous l'avez en bouche, où vous le rentrez dans la bouche, qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est acide? Est-ce que c'est amer? Est-ce que c'est plutôt fruité ou pas du tout? Ou est-ce que c'est... Voilà, ça c'est une chose à définir. La deuxième, ce sera le corps. Est-ce que c'est soyeux? Est-ce que c'est crémeux? Est-ce que c'est épais? Est-ce que c'est plutôt doux? Est-ce qu'on se rapproche de l'eau ou on se rapproche plutôt du lait entier, demi-écrémé, du beurre? Et ça, c'est hyper important, ça aide d'essayer de se diriger là-dessus, de se mettre une panelle et de dire, voilà, tiens, ça se situe dans ce secteur-là, ce que je suis en train de goûter, quoi. Et la dernière chose, c'est la longueur en bouche. De se dire, quand j'ai recraché ou quand j'ai avalé, qu'est-ce qui reste? Est-ce que ça me laisse une bouche sucrée? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est plutôt amer? Ou est-ce que c'est équilibré et ça me laisse de la sucrosité et en même temps c'est un peu acidulé, ça me fait saliver. Enfin, et ce qui est intéressant, c'est que tous les cafés sont tous différents. Donc chacun aura des rythmes différents. Certains commenceront fort et puis après doux et puis finiront court, alors que d'autres vont être plutôt doux et avoir un corps très corpulent derrière et puis une longueur en bouche très longue. Donc c'est vraiment continuellement, il y a des choses à découvrir et c'est pas du tout. Enfin, moi je cup depuis 10 ans et je me fais jamais chier, quoi. C'est vraiment, il y a toujours des choses à apprendre, quoi. C'est vraiment intéressant. Et donc, justement, pour noter tout ce qui va te venir en tête, j'imagine que tu as une fiche. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que non, c'est pas obligatoire, ça aide. Alors, il y a ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le protocole qui a été créé. Tu peux, sur Internet, récupérer des fiches de la Specialty Coffee Association. Et où dedans, tu as les critères que la Specialty Coffee Association utilise pour tester les cafés. Et c'est un bon moyen de contrôler, etc. Mais c'est pas obligatoire. Tu peux goûter les cafés et juste écrire sur une feuille blanche ce qui te vient en tête, etc. Et voilà. Après, quand tu fais un travail très carré et quand tu dois contrôler la qualité de tes cafés après torréfaction, c'est bien d'avoir un protocole, mais d'avoir un protocole qui vous ressemble. C'est-à-dire que le protocole de la SKE n'est pas toujours adapté au torréfacteur, mais des fois peut-être adapté aux acheteurs de café vert ou peut-être aux importateurs. Donc, quand on commence, c'est bien de se mettre un protocole à soi et puis que tu adaptes vraiment à ton activité et ce dont tu as vraiment besoin. Ouais, complètement. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des compétitions justement de cupping? Je sais que, pour en avoir parlé aussi avec Emmanuel, je sais que tu as des formations pour devenir cupper, tu as beaucoup de choses. Est-ce que tu connais un petit peu? Est-ce que tu peux nous en parler? D'abord, il y a le Q, c'est-à-dire le Q Grader, qui est une sorte de diplôme international reconnu dans le monde du café. C'est pas un diplôme qui est reconnu d'État ou quoi ça, mais c'est dans le monde du café. Et en fait, les Q Graders sont une évaluation que tu passes sur une année. Et qui chaque année, on te demande ou chaque 2 ans, je crois, on te demande de repasser des petites options pour pouvoir continuer à être labellisé Q-Grader. L'intérêt du Q-Grader, c'est qu'en fait, ça te met des bases très très fortes sur comment goûter les cafés.
Et ça permet d'être un juge beaucoup plus impartial et beaucoup plus carré en fait dans la façon dont tu vas juger les cafés. Alors c'est hyper intéressant d'une manière, je dirais, quand on est acheteur de café ou quand on est torréfacteur ou quand on est juste dégustateur, parce que ça met les gens un peu tous au même niveau et tout le monde parle de la même manière, etc. Par exemple, quand tu es producteur de café, tu peux envoyer ton café à des Q-graders et tu peux demander à ce qu'eux vont les juger, donc goûter. Et si tu as 3 Q-graders qui disent que ton café c'est un 87+, ouais. Eh ben, tu peux mettre sur ton paquet c'est un 87+, etc., etc. Le problème, c'est que vu que ça n'est pas quelque chose de légalisé, je dirais, d'État ou un diplôme reconnu d'État, etc., ça peut être un peu... des fois, voilà, des fois, ça peut être mal, je dirais... moi, par exemple, je pourrais te mettre 86 sur un de mes cafés, alors qu'en fait, c'est un 83. Il n'y a pas de loi qui m'interdise de faire ça. Donc, ça peut être... faut prendre ça avec des pincettes. Mais ce qui est intéressant dans le Q, c'est que ça reste aujourd'hui, je dirais, une des formations les plus complexes et les plus strictes sur comment comment déguster des très bons cafés. En France, je crois qu'on peut facilement, je crois que c'est tous les 1 an même, là le dernier c'était l'OMI qui l'ont organisé, pouvoir goûter des cafés et apprendre à vraiment cuper, quoi. Ensuite, tu as des compétitions. Chaque année en France, tu as le championnat de cup tasting qui est organisé par la SCAE France, la SCAE, la Specialty Coffee Association de France. Là, cette année, ça se passe à Lyon, cette année, en janvier prochain. Ouais. Ça se passe au CIRA de Lyon. Et ça, c'est une compétition qui est assez intéressante parce que c'est une compétition où, en gros, tu arrives, tu goûtes, tu gagnes pas, mais c'est vraiment c'est tes compétences à toi. Ouais, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Il faut une inscription, tu t'inscris. Alors je crois qu'il faut avoir travaillé en France depuis un certain temps. Je crois que c'est 1 an ou 2 ans parce que si tu gagnes, tu vas pouvoir représenter la France à l'étranger au championnat du monde. Donc faut quand même voilà. Ouais. Mais ouais, c'est ouvert à tout le monde. Et là cette année, j'ai deux membres de mon équipe qui vont aller participer. Et c'est hyper intéressant parce que, en fait, ce qui est plus intéressant presque, c'est de gagner aussi, mais c'est aussi de s'entraîner pour. C'est-à-dire que pour passer le championnat de cup tasting, il va falloir goûter plein de cafés et pas que des bons cafés. C'est-à-dire que le cup tasting fait aussi goûter des robustas, des cafés un peu pauvres en qualité ergonoleptique, et donc il faut apprendre à les goûter aussi parce qu'il faut pouvoir dire si ça c'en est un, ça c'en est pas un. Il faut pouvoir les reconnaître également, pas reconnaître que les bons cafés, mais reconnaître quand c'est un café. Et ça devient très difficile parce qu'il y a au fur et à mesure de la compétition, au début tu goûtes des cafés genre Kenya, Brésil et Éthiopie, bon pourquoi pas. Sauf qu'après tu vas peut-être goûter des assemblages où dedans il faut que tu dises le pourcentage qu'il y a de tel ou tel café, etc. Bon, ça devient de plus en plus complexe. Là il faut vraiment que tu aies quand même une habitude de cuper qui est quand même. C'est intéressant d'aller le faire, le cupping, mais faut s'entraîner pour gagner, quoi. Il faut quand même avoir une culture café déjà. Il faut que tu aies un palais qui soit habitué. Ça demande quand même du travail. Tu viens pas comme ça à la fleur au fusil. Je ne sais plus qui est le championnat l'année dernière, mais la plupart des champions de cup tasting sont des torréfacteurs depuis longue date. C'est pas, on gagne pas comme ça, quoi. C'est pas j'ai eu de la lumière, je me suis inscrit et j'arrive. Tu peux, mais tu resteras pas longtemps. Je pense que si demain moi je le faisais, je gagnerais pas. Parce que il y a un travail de formation, de préparation, etc. Parce qu'il faut adapter sa façon de déguster au règlement du cup tasting et des cafés qu'on va goûter. Donc il y a un travail et ça c'est intéressant. Par contre, faire le travail pour pouvoir faire le championnat, c'est un vrai travail intéressant, quoi. Donc voilà. Après voilà, il faut juste goûter. Ce qui est bien dans le cupping, c'est que pour la plupart c'est gratuit. Enfin, tu vois, nous on fait des cuppings le samedi à la dégustation à la boutique. On a des cuppings qui sont ouverts aux pros une fois par semaine. Il y a des cuppings qui sont faits dans Paris chez plein de torréfacteurs. Et dans tous les cas, vous avez les liens en dessous dans la description de la vidéo YouTube si vous voulez venir. L'atelier cupping pour également découvrir tout le lieu. Et ça c'est ça qui est génial. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître des producteurs, connaître des cafés, connaître des pays. Et il n'y a pas d'autre méthode. C'est-à-dire qu'on ne devient pas un grand barista juste en buvant, en testant des espressos. Ça n'existe pas. Le cupping, c'est le seul et unique chemin pour devenir compétent dans le café. Ok. C'est le gong. C'est le gong. Mais en plus, j'avais pratiquement terminé les questions. Juste, voilà, j'ai envie de cupper chez moi. Les accessoires de base. Donc on avait dit il y avait la cuillère. Une cuillère. Un moulin. Un moulin, parce qu'il vous faut du café moulu. Une cuillère, un moulin, du café frais.
Ouais. Une bouilloire. Et c'est parti. Un filtre à eau, parce que c'est bien de filtrer son eau si vous êtes dans des villes où l'eau n'est pas super quali, etc. Ou de la Volvic, c'est encore mieux. Et voilà, et après une petite recette, vous regardez sur internet, vous trouverez très facilement les volumes, parce que selon les volumes d'eau, nous on fait 11 grammes mais dans des tasses avec un certain volume, donc selon votre volume de tasse, mais c'est très simple. Et c'est ça qui est génial, parce que ça vous coûte pas rien. Donc vous achetez 2 paquets différents, 3 paquets différents, et vous faites votre testing, et voilà, c'est pratique. Ok, eh ben écoute, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est la Merci à toi. 3e vidéo. Dans tous les cas, il y a toutes les autres vidéos qui sont en lien dans la description de la vidéo YouTube. Donc pareil, si tu as des questions, tu as l'espace de commentaires en dessous de cette vidéo. Et ben écoute Thomas, je te remercie vraiment d'avoir participé à ces 3 vidéos. Je pense qu'on a appris énormément de choses, autant pour la partie torréfaction, pour la partie cupping et également pour la présentation de ce nouveau lieu que je vous invite vraiment à venir découvrir. C'est vraiment génial, il y a pas mal de choses. Voilà, si vous êtes un fan de café, venez faire un tour ici. Vous avez l'adresse dans la description de la vidéo YouTube. Et puis écoute, ça sera un grand plaisir éventuellement de te revoir en vidéo. Et puis écoute, bonne continuation. Merci. Et puis merci d'avoir répondu présent pour ces 3 interviews. Ça marche. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye. À bientôt.